Bonsoir, 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 bonsoir. Très heureuse d'être en votre compagnie. Notre invitée est auditeur interne, écrivaine et patronne d'une maison d'édition. Elle s'appelle Soro Adja. Avec beaucoup de plaisir, Soro Adja. Oui, on l'applaudit. Elle arrive sur le plateau. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Prenez place, je vous prie. Alors, et la maison d'édition, elle se porte bien. Vous voyez, l'édition se porte très bien. Et merci. vous-même? Très bien aussi. La famille? Tout le monde va les bien. enfants? Tout le monde. Les voisins, le chat, tout le monde. Alors, on a juste un tout petit questionnaire. C'est vraiment le protocole ici pour mieux vous découvrir. On peut y aller? Bien sûr. D'accord. Alors, votre jour de semaine préféré? Le samedi. Samedi. Votre plus grande joie dans votre vie? La naissance de mes 3 enfants. La naissance de 3 enfants. La principale qualité? Je suis assez persévérante. Et le principal défaut? Je suis très souvent inflexible. D'accord. Et qu'est-ce que vous aimez chez les gens? J'aime la franchise. La franchise que vous détestez? L'irresponsabilité. Votre plat préféré? Du queijenu de mouton bien pimenté. Pourquoi préciser bien pimenté? Parce que le mouton a tendance à être fade quand il n'est pas très épicé. Pas bien épicé. Effectivement. Qu'est-ce que vous auriez aimé rêver faire? Si je n'avais pas toute fait... petite, le rêve d'enfant. Si je n'avais pas fait ce que je fais aujourd'hui, j'aurais peut-être été restauratrice parce que j'aime bien cuisiner. D'accord. Et dans quel pays vous auriez aimé vouloir vivre, à part évidemment notre terre déburnée? À la Côte d'Ivoire. Oui. J'aurais beaucoup aimé vivre à Cape Town, en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, Cape Town, oui. Oui. Artiste préféré? Michael Kiwanuka. Je pense être la seule Ivoirienne à connaître cet artiste, mais c'est voilà, c'est ma star. D'accord. Alors, pour se détendre... Pour se détendre, je ne demande rien d'autre que du calme. Voilà, alors voici donc le récap de la personnalité de notre invité. Le jour de semaine préféré, c'est le samedi. La plus grande joie, c'est la naissance des 3 enfants. La principale qualité, la persévérance. Le défaut, souvent inflexible. Ce qu'elle aime chez un être humain, la franchise. Ce qu'elle déteste, l'irresponsabilité. Le plat préféré, le queijenu au mouton. Elle aurait aimé être restauratrice. Elle n'avait pas pris donc la route de finance et de l'édition ensuite. Et aussi l'écrivaine. Quel pays de rêve, on va dire, quel pays de rêve. C'est pas un pays, c'est plutôt une ville. Cape Town, en Afrique du Sud. Et puis, l'artiste préféré, Michael Kiwanuka. Voilà, et pour se détendre, elle aime bien rester au calme. L'artiste préféré, c'est donc un artiste rwandais, anglophone, anglais. Anglais d'origine rwandaise. Voilà, anglais d'origine rwandaise. Elle dit qu'elle est la seule Ivoirienne. Je pense être la seule à l'aimer, parce qu'il n'est pas très populaire, mais il fait de la soul comme un artiste afro-américain. Et c'est comme s'il me parlait à moi, c'est particulier. Donc il chante pour vous seul en fait? Je pense qu'il ne le sait pas, mais c'est pour moi qu'il chante. Alors venez, Madame Adja. On va donc recevoir nos chroniqueuses qui nous accompagnent aujourd'hui. On en a 2. Commençons par Sandrine aujourd'hui. Sandrine, notre chère nounou, elle s'adresse en fait au nounou. Il y a tellement de choses à dire sur le sujet. Salut Sandrine, ça va bien chérie? Soro Adja. Sandrine, tes lunettes, ça en jette. Hein? Et puis celle qui est réservée à la rubrique 3, parce qu'il faut bien que les femmes puissent avoir une notion de droit. Fatem, donc ce jaune et noir, on ne dira pas plus, hein? On restera sur la couleur. Ça va ma chérie? Madame Soro Adja. Enchantée. Alors, vous finissez, vous me rejoignez donc dans ce salon. Merci. Voilà, merci beaucoup de votre fidélité à ce programme. Comme tous les lundis jusqu'au vendredi, 18h30, nous sommes au rendez-vous pour cette émission de 100% Femmes. Aujourd'hui, on l'a dit, Soro Adja, notre invité, finance, écriture, société d'édition, on ne va pas citer pour ne pas faire de publicité. Voilà, mais allons-y d'abord à des questions un peu plus perso. Mariée depuis combien de temps? Avec mon mari depuis 10 ans, mariée depuis près de 4 ans. 4 ans. Mais la relation a démarré il y a une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Et combien d'enfants? 3 enfants. 3 enfants, on l'a dit. 2 filles, un garçon? Exactement. Ah, c'est un peu en plein dans le mille, j'ai droit à 3 points. Et ça s'est passé comment, la rencontre? Bien, nous nous sommes rencontrés en entreprise. J'étais en stage dans une entreprise. Non, c'est pas possible. Si. Et mon mari était le fils du directeur de l'entreprise. Donc il était venu voir papa. Et voilà.
C'est pas possible. Mais si, il était vous là étiez dans bien le bureau positionné. En plus, j'étais en retard ce jour-là. Donc, je courais. Donc, tout de suite, celle qui arrive la dernière est celle qu'on remarque tout de suite. Exactement. Et voilà, il était assis au bureau d'un de mes collaborateurs. Je me demandais, mais c'est qui ce monsieur-là qui est assis à la place de l'autre? Que vous l'avez regardé, vous l'avez remarqué? Vite fait, parce que c'est très différent. Il était assis à la place de l'autre et je ne sais pas trop ce qu'il faisait là. Et jusqu'à présent, je ne sais toujours pas, je ne lui ai pas demandé. Mais voilà, nous nous sommes rencontrés un peu comme ça. D'accord. On sait que le départ, c'est le bac plus 5, avec la finance auditeur interne et tout. Alors, comment de ce monde des chiffres, un peu très, très cartésien, on arrive à l'écriture, on arrive au rêve, à la plume? Ça se passe comment? Ça se passe depuis l'enfance. Parce que déjà, enfant, ce que j'aimais faire, c'est que je prenais les livres de contes que mes parents m'achetaient. Et vu que je n'aimais pas toujours les fins, je les réécrivais. Wow. Et je recoloriais, je redessinais, et je faisais tout ce travail-là d'écriture déjà enfant. Et quand j'étais satisfaite, je les offrais à mes amis. Et je me disais, moi, quand je serai grande, je serai écrivaine. Donc, en fait, il y avait cette passion-là depuis l'enfance. Depuis l'enfance. Ça vient de qui, papa ou de maman? Ni l'un ni l'autre. Parce que mon père, il est dans la finance. Et il a vu en moi, je ne sais pas pourquoi, mais il a décidé que je devais être celle qui devait reprendre le flambeau de la finance. Et quand bien même j'ai eu ce désir-là assez artistique, il voyait déjà chez moi la fibre, je ne dirais pas scientifique, oui, mathématique et tout ça. Oui. Et il a dit, non, toi, tu feras de la finance. Et j'ai fait de la finance. Ça vous a plu? Le coup, c'est que j'ai excellé. Pour papa? Je l'ai fait pour papa et puis en plus, je le faisais bien. Donc, ce n'était pas compliqué. Mais je ne prenais aucun plaisir à le faire. C'est cela, justement. Voilà. On le fait bien, mais il n'y a pas de plaisir. Voilà. On est devant son écran, on fait son travail correctement parce qu'on aime faire les choses correctement, mais derrière, on n'a pas une réelle satisfaction. Il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de joie à le faire. Ça devient plus une corvée qu'un plaisir de travailler. Et je me dis, tant qu'à baver dans la vie, autant baver pour quelque chose que j'aime. Voilà. L'audit, la finance, si je ne l'avais pas fait avant, je suis sûre que je n'aurais pas réussi ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc ça m'a apporté une valeur ajoutée, c'est certain. Des qualités pour mieux maîtriser. Bien entendu, un esprit analytique et tout ça. Mais ce n'est pas ce que j'aimais. Voilà. Et ça a été dur de le faire comprendre à mon père. Mais quelque part, je sais qu'il a toujours su que j'étais une personne assez... Donc vous avez commencé sans son aval? Sans son aval complètement. Et sans l'aval de ma mère non plus, hein, qui elle aussi se disait, mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu... Je dis, écoute, on va faire un exercice. Je me donne 2 ans. Si je n'arrive à rien, je reprends l'audit. Vous avez raison. C'est clair. Elle me dit, d'accord, on regarde ces 2 années. Et j'avais un projet comme ça qui n'était pas... qui n'allait pas attirer des personnes parce que ça ne leur parlerait certainement pas. Et j'ai traîné ce projet pendant quasiment 1 année. J'ai démissionné en 2015 et pendant toute l'année 2015, j'étais là-dessus, persuadée que j'avais quelque chose de bien, mais en fait, non. Il m'a fallu quasiment 1 an. Donc, il me restait encore 1 an, si on suit la promesse que j'ai faite à ma mère. Et le déclic est venu tout simplement, on va dire, de mes enfants et de mon entourage. Échangeant avec des personnes de divers pays, je me rends compte qu'ils savent pas mal de choses sur leur pays, sur leur civilisation et tout. Mais qu'on arrivait à moi et qu'on me demande, mais avant que la Côte d'Ivoire soit Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il y avait ici? C'est le trou noir, je sais rien. Je me suis dit, il y a un besoin de réappropriation culturelle. Et le déclic est venu de là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, de 2015 à 2016, il faut maintenant concrétiser ce déclic-là en quelque chose de potable. Concret, c'est clair. J'aime écrire. J'ai trouvé un créneau d'écriture, la culture africaine, à qui je m'adresse. Les adultes ont déjà certaines habitudes, un peu moins d'aisance à la lecture. On ne lit plus vraiment comme avant. On lit plus sur les téléphones, sur les tablettes, l'information vient de partout et tout. Mais ceux qui ont encore cette fibre pour la lecture et aussi qui sont en une phase de questionnement, ce sont les enfants à partir de 8 ans et plus. Ils réalisent que le monde ne se limite pas à leur quartier, mais c'est bien plus grand que ça. Et c'est le moment de leur apprendre qui ils sont. Donc on écrit pour les enfants. Donc on va écrire pour les enfants. Donc on commence par définir un concept de magazine pour enfants. Et je me dis, il y a forcément quelque chose là. Mais je travaille dans mon salon. J'ai pas de locaux, j'ai rien. Je me dis, je ne me précipite pas pour prendre un local. Pour avoir des charges chaque mois sans savoir exactement ce que je veux faire. Les premiers jets. Et donc, j'ai ce concept-là et je le présente à un concours. Et ce concours me fait aller en Afrique du Sud et j'obtiens un prix. Et là, les parents se disent, tiens, il y a quelque chose d'intéressant. Il y a peut-être quelque chose. Mais en temps, malheureusement, mon père est décédé, donc il n'a pas vu cette partie-là. C'est un peu mon regret. Les parents se disent, il y a peut-être quelque chose là. Et j'ai ce prix et à la clé, 5 000 €. Je me dis, en CFA, ça fait 3 200 000 et quelques mille. Je me dis, soit je me précipite pour faire quelque chose,
et je m'écrase, soit je prends le temps d'apprendre. Parce que je le veuille ou pas, que je sois passionnée ou pas, je dois apprendre le métier de l'édition. Alors, je fais un pari, je vais sur Google. Google est mon meilleur ami. Je cherche toutes les maisons d'édition qui potentiellement font ce que je cherche à faire. Oui. Je vois qu'il n'y en a pas ici, donc je vais voir en France. J'en trouve une dizaine. Et j'écris à tous les directeurs de publication de ces maisons-là disant « J'ai reçu un prix, j'ai un concept qui a l'air d'être pertinent pour mon continent. Je veux venir chez vous, je veux apprendre le métier de l'édition. » Et une maison d'édition qui a 30 années d'expérience dans le domaine de l'édition pour enfants me dit « Viens. » Non, je prends ces 3 millions et quelques, je fais ma demande de visa, j'assure mon séjour et tout. Et j'y vais. Combien de temps pour la formation? 1 mois. 1 mois. Mais totalement à ma charge. Je viens, j'apprends, mais... Donc, j'utilise cet argent pour le faire. Et après, ayant présenté ce concept aussi au Yali, j'apprends que je suis retenue. Wow. Donc j'y vais ensuite aux États-Unis. Et là, c'est pour apprendre le business et l'entrepreneuriat. On va faire juste une petite pause là. D'accord. Et puis permettre à la dame qui vous écoute religieusement, parce que je ne sais même pas, Fatem n'a plus rien à dire. Il regarde madame comme ça, elle acquiesce. Oui, oui, oui. Alors Fatem, on sort un peu du monde, de l'univers de madame Soro Adja, notre invitée. Et on va parler avec toi du droit de la femme salariée. Exactement, Christelle. D'accord, vas-y. Alors, Fatem, on y va. Bonsoir à toutes et à tous. Le droit de la femme salariée aux allocations familiales est notre thème de ce jour. Comprenez tout simplement par allocation familiale des sommes d'argent qui sont données aux familles afin de les aider pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux nécessaires et aussi pour l'éducation de leurs enfants. Alors, ce que les enfants doivent comprendre, c'est que l'argent est remis à leurs parents afin de s'occuper d'eux. Juste quelques points essentiels à savoir. Cet argent est donné par la CNPS à la femme salariée ou bien à son mari qui est salarié. Alors, la tante ou le tonton qui me regarde, surtout la tante, sache que tonton reçoit de l'argent qu'on appelle allocation familiale afin que vous puissiez mieux vous occuper de vos enfants. Un autre point essentiel à savoir, la CNPS donne également de l'argent à la femme qui travaille pour chaque enfant qui a entre, écoutez bien, 1 et 14 ans. La tranche d'âge ne change pas? Si, Christelle. Ça peut changer? Oui, ça peut changer. Okay. Si l'enfant est handicapé et ne peut donc pas travailler, ou encore, si l'enfant va toujours à l'école, l'argent est donné jusqu'à l'âge de 21 ans. Aussi, si c'est un enfant qui est en apprentissage, c'est-à-dire s'il apprend un métier, soit la mécanique, la coiffure, la menuiserie, alors l'argent est reversé à son papa ou à sa maman jusqu'à l'âge de 18 ans. Ok, merci Fatem. Alors, viens nous rejoindre, mais j'aimerais savoir, est-ce que ça concerne les couples qui sont mariés légalement? En matière d'allocation familiale, il n'y a pas de couple marié ou pas. Parce que l'argent est reversé simplement parce que vous travaillez pour une entreprise X. Okay. Et non parce que vous êtes marié à X ou à Y. Et l'argent va à la gestion des enfants. Voilà, que l'enfant soit naturel, légitime. Ou pas. Voilà. Il a droit. Exactement, simplement parce qu'il est votre enfant. Voilà, alors revenons donc à l'histoire passionnante de Soro Adja. On est passé après la formation en France, c'était 1 mois. On arrive donc au Yali, cette formation que couvrent les États-Unis aux jeunes entrepreneurs. Alors au Yali, qu'est-ce qu'on apprend? Alors le Yali est un programme initié par le gouvernement américain qui, jusqu'à l'année dernière, rassemblait 1000 jeunes entrepreneurs ou jeunes à potentiel en Afrique qu'on envoie dans des universités prestigieuses en Amérique pendant 6 semaines pour les former dans différents domaines. Ce que moi j'ai retenu de ce programme, c'est qu'il y avait, on était 25 Africains et ces 24 autres Africains avec lesquels j'étais, qui venaient d'une dizaine de pays d'Afrique, étaient des personnes très inspirantes. Au-delà de l'Amérique et de tout ce que l'on découvre, et de l'école, et des professeurs, du tourisme et tout ça. Il y avait un rapport avec les autres. Un rapport avec les autres. On découvre l'Afrique, on découvre leur réalité et on voit qu'on est capable de faire des choses si ces 24 personnes sont capables de le faire. Il y avait par exemple une jeune Malienne de 25 ans
Elle est professeure à l'université, elle est photographe, elle fait du design. Et je ne sais plus qu'est-ce qu'elle fait, elle est secrétaire de la jeune cadre. Donc il y a pas mal de personnes comme ça. Bref, des personnes comme ça avec pas mal de... univers que vous avez rencontrés. Et on se dit, mais je suis vieille, j'ai des jeunes filles de 25 ans, de 23 ans qui font 10 000 choses. Et après le Yali, on revient en Côte d'Ivoire avec Voilà. cette expérience-là. Et vous montez votre société d'édition qui marche très bien pour les enfants. C'est ça. Les œuvres ont été accueillies merveilleusement bien par les enfants, n'est-ce pas? Oui, on a... Ça marche bien. On a... Ça va. On a en plus un site internet pour enfants qui toujours dans l'idée de montrer l'Afrique aux enfants, qui est plein de contes, de vidéos, de jeux et de pas mal de choses, qui est ouvert à tout le monde. Pour les parents qui n'ont pas vraiment l'envie de lire des histoires, de raconter, vous avez tout ce que vous voulez là-dessus. Et on fait des ateliers d'écriture aussi depuis 2015 quand même. On fait pas mal de choses chez nous. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, parce que je suis femme, je sens que j'ai des difficultés, ou ceux qui étaient en même temps, enfin, dans les mêmes panels que vous, vivaient les mêmes réalités? Avez-vous connu des difficultés en tant que femme? Je ne pense pas que mon genre ait eu une quelconque influence sur cela. D'accord. J'ai eu les mêmes difficultés qu'un autre jeune entrepreneur qui a eu le même projet, je pense. Et aujourd'hui, femme entreprenante, vous êtes accomplie? Ah, je n'ai pas encore touché mon étoile, hein. Je suis sur le chemin. Mais je sais la que... joie que vous n'aviez pas devant l'ordinateur en faisant l'audit ou en me promenant dans les villes d'Abidjan. Voilà, vous avez ce déclic-là, vous avez... Oui, je suis plus épanouie, c'est certain. Parce que je fais ce que j'aime. Et même quand il y a des difficultés, je trouve la force de me lever parce que je fais ce que j'aime. D'accord. Voilà. Quels sont les sujets que vous abordez dans vos livres? Alors, pour ce qui concerne les enfants, nous aimons parler de culture, de civilisation ancienne africaine. Ah, ok. Je vais vous donner un exemple simple. Si on veut parler de l'Égypte, il faut savoir que les Égyptiens n'étaient pas métis. Exactement, c'était des noirs. Ils étaient très noirs avec des nez aussi étalés que les nôtres. Comme la pyramide de Gizeh. Exactement. C'est des civilisations qui sont très éloignées de cela. On avait des écritures en Afrique. Au Cameroun, on avait une écriture, le Chumon. On a eu pas mal d'écritures un peu partout en Afrique qu'on ignore aujourd'hui, qui ont disparu, mais qui existaient. Et pourquoi on tient à raconter ça aux enfants? C'est pour qu'ils soient fiers d'être africains, qu'ils ne se disent pas, il n'y a rien ici, il y a tout ici. Il y a tout. Il n'y a pas d'histoire. Et on n'est pas inférieur parce qu'on est noir. Ouais. C'est pas, je ne rentre pas dans tout ce qui est racisme et autres, mais je veux déjà que les enfants aient ce rapport d'égalité, pas d'infériorité par rapport aux autres races ou par rapport aux autres continents. Qu'ils soient fiers d'être africains, que lorsque l'autre parle de Louis XIV, lui aussi puisse parler de Tansi Nangbe, par exemple. Et qu'il puisse se dire, ah, mais en Afrique, on avait des rois, on avait des héros africains, et je suis fier d'être africain. Un jeune qui grandit en étant fier de ce qu'il est très faiblement corruptible. C'est clair. C'est ça. Parce qu'il connaît la valeur de ce qu'il a. L'Afrique est un sujet qui me passionne. Je sens qu'on va se retrouver après pour continuer. Parce que moi, je suis une Africaine. Non, l'Afrique, c'est ma passion. Sandrine, l'Afrique est aussi ta passion, mais ton autre passion, que nous aimons également, c'est quand tu donnes de bons conseils aux nous. Pour nous donner la paix dans nos maisons, vraiment, et la tranquillité. Donc, Sandrine, le plan de travail est à toi et tu parleras en même temps aux nounous et aux mamans, et aux patronnes, voilà. Alors, on y va, Sandrine. Bonsoir, chers nounous. Aujourd'hui, nous allons parler d'entretien d'embauche et nous donnerons quelques points. Chers nounous, quand nous allons rencontrer une personne pour un travail, nous devons être présentables, vanter nos qualités, faire connaître toutes nos connaissances en ce qui concerne les enfants. Et puis, il faut éviter de parler de salaire quand on ne s'est même pas présenté. Exemple, il faut faire connaître ses atouts. De plus, une erreur à ne pas commettre. Quand vous allez en entretien, évitez de vous faire accompagner par une amie qui a toujours quelque chose à dire à l'employeur. Ça dérange un peu votre employé, n'est pas concentré sur vous. Et ça, c'est une très, très grave erreur à éviter surtout. Surtout. Alors, Sandrine, le point capital également qu'il faut noter, le rapport qu'ont les nounous avec leur téléphone. Moi, j'ai une amie qui est obligée d'appeler sa voisine pour aller taper chez elle à la maison. Pour lui dire, ta tante t'appelle depuis le téléphone, pas décrocher. Oui, en ce qui concerne le téléphone, comme nous parlons aujourd'hui d'entretien, c'est très gênant de savoir que je suis en entretien avec mon nouveau employeur et que je sois concentrée sur Facebook. Je n'écoute même pas ce que l'employeur dit. Je ne fais même pas attention à l'enfant
sur lequel je vais veiller. S'il vous plaît, de grâce, qu'on évite d'utiliser, fermez-le carrément. Après l'entretien, vous aurez le temps de discuter longuement. Merci. Et à la semaine prochaine. Mais on ne laisse pas la fin du téléphone parce que ça fait trop mal. C'est-à-dire que son téléphone n'est jamais près d'elle. Je ne sais pas quel est le problème. Dans la cuisine. Ça revient souvent. Dans la cuisine. Son téléphone est toujours soit Dans la sur chambre. messagerie ou c'est-à-dire que c'est à gauche, le téléphone à droite. Alors que la dame peut t'appeler pour avoir, pour savoir des nouvelles de la maison. Effectivement. Qu'est-ce que vous en pensez, Mme Soroadja? De l'entretien ou du téléphone? Téléphone. Du téléphone, de l'entretien et tout. Bon, premièrement, de l'entretien, moi, ce que je trouve fondamental, c'est qu'elles apprennent à être honnêtes. Il ne faut pas dire qu'on sait tout faire. Alors qu'on ne sait pas. Si vous n'avez aucune fibre maternelle ou vous ne vous intéressez pas aux enfants, ne cherchez pas à être nounou. C'est ça. Parce que les enfants, ça fait popo dans les couches, ça bave, ça fatigue. Il faut être très attentionné. Et de toutes les manières, si vous n'êtes pas honnête, au bout de quelques jours, ça se verra. Donc c'est de la perte de temps, d'énergie, d'argent pour rien. Il faut être honnête. C'est vrai qu'on cherche un travail. Moi, je cherche des conditions de travail agréables. Donc autant dire la vérité. Merci. Concernant le téléphone, moi, je ne sais pas si je suis chanceuse, mais je n'ai pas ce problème-là avec la chance, mes deux nounous que je salue au passage. Je vous salue, hein. Donc, je n'ai pas ce souci-là. Peut-être que la journée qu'on n'est pas là, elles appellent tout le village, mes amis et tout le monde. Mais quand on est là... Mais vous arrivez à les joindre quand vous êtes au travail? Oui, j'arrive à les joindre sans souci. Sur le téléphone? Sur le téléphone, sans problème. Alors, avec votre agenda qui est très chargé, vous avez le temps pour vous-même? Très peu pour moi, ça il faut le dire. Je ne vais pas le nier, c'est difficile d'avoir du temps pour soi et d'avoir une vie sociale. C'est clair. D'avoir des amis qu'on va voir et tout. On est obligé d'agir par priorité. Et donc on a un peu de temps pour faire le tourner vers la famille, les enfants et tout. On a moins de temps pour soi ou pour des amis. Et vous n'avez pas le temps pour vous-même. Qu'en pense votre époux? Est-ce qu'il arrive à gérer? C'est pas difficile pour lui? C'est comme avec les nounous, c'est une question de communication. Je me dis, dans la vie, tout est une question de communication. Se dire que c'est une phase, c'est une période, ça ne va pas être définitif, ça ne sera pas ad vitam aeternam. Il faut faire ce sacrifice quelque temps. Mais il ne faut pas aussi tout relâcher. Il faut trouver un tout petit temps au moins pour être à deux et tout. On essaie de le faire, ce n'est pas évident. Parce que lui aussi, il a une vie assez chargée. Mais on essaie de trouver des moments de connexion comme ça. Et quand on n'y arrive pas, on arrive à se comprendre quand même. Ben alors, les enfants, qu'est-ce qu'ils en pensent? Au moment où tu travailles trop, ça nous fatigue? Dieu merci, la petite fille, qu'est-ce qu'elle en pense? Mes deux plus petits, c'est 3 ans et 1 an. Donc, les remontrances, ça n'a pas commencé, en tout cas. Et la fille? Mais la plus grande a ça c'est autre chose. Mais ce que je fais, je l'associe à ce que je fais. Ce qui est bien, c'est que, déjà, le bon côté de l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut être un peu flexible sur nos horaires. Donc, j'ai décidé que, quel que soit Alpha, je suis celle qui dépose mes enfants à l'école. Donc, ils demandent qu'est-ce qu'elles font. Celle de 3 ans, elle baragouine. L'autre, elle me dit exactement ce qu'elle fait. Je m'arrange à les récupérer le soir. Donc, j'essaie d'avoir une connexion avec leurs amis d'école. C'est qui, la maîtresse, comment elle s'appelle, qu'est-ce qu'elle fait à l'école et tout ça. Du coup, on sent un peu moins le décalage. Et quand elle se plaint, ben, je l'envoie au bureau. Les mercredis soirs, quand elle n'a pas cours, ben, viens t'asseoir et regarde ce que maman fait. Ben, aujourd'hui, je suis mon assistante, ainsi de suite. Du coup, elle est là, elle voit ce que je fais. Elle se sent associée, impliquée. Et quand on fait, même si on fait une maquette de magazine, ah ben non, ça j'aime pas, non, la couleur est comme ci. Et on tient compte de ce qu'elle raconte. Et voilà, donc ça fait qu'elle sent moins le fait que je ne sois pas tout le temps... Parce que se dit, je suis impliquée, maman m'associe à ce qu'elle fait. Donc je vois ce qu'elle fait. Alors, le livre, c'est votre univers. C'est ça. On ne pouvait pas terminer cette émission sans que vous puissiez faire une petite belle lecture. Oui. On a ce livre-là. En plus, Edwige et Mohamed, merci beaucoup. On a Cheikh Anta Diop, Nation Nègre et Culture. Alors, vous allez nous choisir un beau passage. Ce que je voudrais dire d'abord de ce livre, c'est que Cheikh Anta Diop est un anthropologue sénégalais, historien. Et dans ce livre, il parle des civilisations africaines telles qu'on ne nous l'apprend pas dans nos livres d'école et tout ça. Alors, allons-y un passage, prenons un passage. Comment se pose le problème de l'histoire africaine? Tandis que l'Européen peut remonter le cours de son histoire jusqu'à l'Antiquité gréco-latine et les steppes eurasiatiques, l'Africain qui, à travers les ouvrages occidentaux, essaie de remonter dans son passé historique, s'arrête à la fondation du Ghana. Au-delà, ces ouvrages lui enseignent que c'est la nuit noire. Il n'y a rien. Que faisaient ses ancêtres sur le continent depuis la préhistoire? Comment se fait-il qu'ils aient tant attendu pour surgir de l'ombre dans une organisation sociale perfectionnée?
Ont-ils toujours habité l'Afrique ou venaient-ils d'ailleurs? Je vais m'arrêter là. On va s'arrêter là et demander aux autres, enfin à ceux qui sont férus d'Afrique comme nous, d'avoir le livre. Et puis nous, on vous remercie, on va se lever. On vous dit merci. On a appris tellement de choses. Il y a des choses qui sont venues, que vous avez eu à dire spontanément. Et c'était passionnant de vous découvrir, Madame Soro-Hadja. J'aime votre passion, votre force de vie et puis de croire en vous comme ça et de montrer vos qualités et vos capacités. C'est magnifique. D'avoir le courage déjà de stopper ce qu'on faisait, mais on n'aimait pas, et de prendre une nouvelle voie. En tout cas, merci d'être venu. Merci. Merci beaucoup. Vous nous avez enrichis aujourd'hui sur le plateau de 100% Femmes, n'est-ce pas, mesdames? Merci. On se retrouvera demain pour la fin de la semaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.